Le fils de Molière de Annie G. Chapitre 17. Dans la calme maison d'Auteuil, lorsqu'elle était désertée par ses joyeux amis, Molière poursuivait la formation de Michel. Je veux t'enseigner tout ce que je sais. Je ne serai satisfait que le jour où tu m'auras dépassé. Michel ébaucha une moue. Vous dépasser, la chose est impossible. N'oublie jamais qu'il te faut toujours observer tes semblables, voir leurs défauts, les imiter dans toutes leurs façons. Un regard vaut 10 phrases. Un soupir, un geste de la main donne du corps au rôle. Place-toi devant ce miroir, demanda-t-il. Imagine-toi grand seigneur, victorieux au retour d'une bataille. Tu dois vivre ton personnage. Michel respira profondément. En esprit, il se glissa dans la peau de Jules César, rentrant à Rome après quelques victoires, ses légionnaires l'acclamant. Il leva fièrement le menton et lança à Molière un regard froid et orgueilleux de conquérant. « Parfait! À présent te voilà paysan illettré, un peu roublard. Tu lutines la femme du voisin. » Le bruit d'un carrosse pénétrant dans la cour les interrompit. Molière pesta tout bas. « Fichtre! Ne peut-on travailler tranquillement ? N'est-ce pas Lully ? Oui, et il n'est pas seul. Ce gentilhomme, on dirait monsieur Darvieux. Qui est-ce ? Demanda Michel. Un grand voyageur. À peine descendu de voiture, Lully les embrassa et raconta dans son langage teinté d'accent italien. Gian-Baptiste Leroy souhaite nous commander une pièce mêlée de chant et de danse. Une comédie-ballet ? Parfait. Et quel thème désire-t-il que nous abordions ? Il veut une turquerie, expliqua monsieur Darvieux. Les œuvres qui s'inspirent de l'Orient sont fort à la mode depuis que l'ambassadeur du Grand Turc a rencontré Louis XIV. Comme j'ai vécu en Turquie, Sa Majesté pense que je saurai vous donner quelques détails sur les coutumes de ce pays. Molière et Lully, en quelques semaines, inventèrent le personnage de M. Jourdain, un bourgeois ridicule qui rêve de devenir noble. M. Jourdain désire par-dessus tout un gendre gentilhomme, expliqua Molière à Michel. Seulement, sa fille aime un jeune homme qui ne l'est pas. Je ne vois point de turquerie là-dedans. Attends, pour épouser l'élu de son cœur, l'amoureux se déguise en fils du grand Turc. Il vient demander la fille de M. Jourdain en mariage, raconta Lully. Le bourgeois est comblé d'une telle alliance, d'autant que le grand Turc veut le faire Mamamouchi, un titre de noblesse turque. Les jeunes gens se marient, et là, je prévois une musique entraînante turque et un ballet turc avec des costumes turcs, conclut Michel en riant. Nous l'appellerons le bourgeois gentilhomme, reprit Molière. J'interpréterai M. Jourdain. Toi, Michel, tu seras Dorante, un conte qui abuse de la crédulité de ce pauvre nigaud. Les répétitions amusèrent beaucoup les acteurs. Armande, pour une fois, ne fut que gaieté et Molière en parut ravi. Les quiproquos, les ballets exotiques, les pitreries du ridicule M. Jourdain, tout dans le bourgeois gentilhomme présageait un succès. Pour l'occasion, Molière fit coudre de somptueux costumes qu'il paya de sa poche. Le roi, devant rembourser tous les frais, il décida de voir les choses en grand. Cela plut beaucoup aux comédiens qui, d'ordinaire, achetaient eux-mêmes leurs costumes de scène dont ils étaient responsables. Tout s'annonçait pour le mieux. Après 3 jours d'un voyage épuisant, la troupe arriva au château de Chambord, où Louis XIV entendait divertir ses invités durant la saison de chasse. Le temps de monter les décors et les comédiens donnèrent leur représentation. Dès le lever du rideau, les courtisans se mirent à rire aux pitreries et aux dialogues savoureux, mais, remarquant que Louis XIV demeurait impassible, ils s'empressèrent de l'imiter. Les jeux de mots, les répliques les plus comiques, tout tomba à plat. La pièce se termina dans un désastreux silence, entrecoupé de médiocres applaudissements. « Que s'est-il passé ?» s'inquiéta Michel. « Cette pièce est pourtant un chef-d'œuvre de drôlerie. » « Nous avons sûrement déplu au roi, » répondit Molière d'une voix angoissée. « Je ne sais pourquoi. Je n'ose aller le voir pour le lui demander. Je me retire dans ma chambre, car je crains le pire. S'il te plaît, cours te renseigner pour moi auprès des courtisans. » Le jeune homme parcourut les jardins, suivit les invités, écouta. Hélas, tous critiquaient la représentation. Un homme richement habillé, portant une épée d'or au côté, eut l'audace de dire à son voisin, avec force ricanement : « Molière nous prend assurément pour des grues.
Il croit nous divertir avec de telles pauvretés. Michel, abasourdi par ce commentaire désobligeant, intervint. Cette turquerie était fort réussie. Jamais Molière n'a écrit texte plus comique. Les dialogues, plaît-il, coupa l'individu d'un ton hautain. Je vous trouve bien insolent de me contredire. Michel retint son souffle. Voilà qu'il venait de courroucer un noble. Mais l'individu, petit et fort laid, observa le comédien d'un œil intéressé. Je ne vous connais pas. Ah, mais si, vous êtes le comte d'Orante de la pièce. Je me nomme baron, monsieur. Eh bien, expliquez-moi, que votre chef a-t-il voulu dire avec ces grotesques alaba, balachou? C'est du faux turc, monsieur. Fi, se moqua-t-il du faux turc. Molière devrait s'en tenir au vrai français. Dieu, quelle sottise! Et il tourna les talons. Le jeune homme, déconcerté, s'enquit auprès d'un autre courtisan. Qui est-ce? Eh bien, le duc d'Enghien, le fils aîné du prince de Condé, le cousin du roi. Le pauvre Molière, blessé par les nouvelles que lui rapportait son protégé, s'écria affolé. J'ai investi 50 000 livres dans ce spectacle. Si le roi ne me les rembourse pas, je serai ruiné en plus d'être disgracié. Qu'en pense-lui? Il se cache, patron, comme vous. Pourtant, alors que Molière se croyait perdu, Louis XIV demanda à revoir la pièce 2 jours plus tard. Les comédiens, anxieux, rejouèrent devant des spectateurs de nouveau muets. Soudain, le roi lâcha un rire. Tous les regards se fixèrent sur son visage. Puis il s'esclaffa franchement. Alors quelques dames osèrent pouffer, la main devant la bouche, bientôt suivies par quelques messieurs. À la fin du spectacle, Louis XIV riait aux larmes et les courtisans se tenaient les côtes. La troupe du roi avait gagné. Michel se jeta dans les bras de son maître. Je savais que ce serait un triomphe. Il ne pouvait pas en être autrement. C'est votre meilleure œuvre. Dès la fin de la pièce, le souverain les appela. Je ne vous ai pas parlé à la première représentation, car j'ai craint d'être influencé par la beauté des costumes et des décors. Mais, en vérité, vous n'avez encore rien fait qui m'ait plus diverti. Votre pièce est excellente. Et comme le roi était satisfait, les courtisans, à l'unisson, s'empressèrent de couvrir la troupe de louanges. Après un fastueux repas, Michel, en se promenant dans les jardins, croisa de nouveau le duc d'Enghien. Ce Molière est inimitable, disait-il à un ami. Le jeune homme esquissa un sourire devant tant d'hypocrisie. Pourtant, monsieur le duc, lui lança-t-il, vous parliez voilà peu de grotesque alaba, balachou. Le duc lui rendit son sourire. Disons que, comme sa majesté, j'ai pris goût à la langue turque. Il est des pièces que l'on doit entendre une seconde fois si on veut en apprécier la finesse. Aucun des deux n'était dupe, mais Enghien, tout à coup, prit Michel par le bras pour marcher avec lui. « Je vous ai beaucoup aimé dans votre rôle de Dorante, le complimenta-t-il. Je ne vous connais pas, monsieur, et pourtant je me targue de fréquenter bon nombre de comédiens. Êtes-vous depuis peu à Paris? Voilà 6 mois, je joue encore en province. Le duc Sillé regarda de ses yeux globuleux l'acteur si beau. Après un nouveau sourire, il demanda. Je serai fort satisfait de vous revoir. Votre sincérité change des conversations convenues de ce pays-ci. Seriez-vous disposé à me donner la comédie dans mon hôtel particulier un de ces soirs? Michel s'étonna de cette invitation, mais il en fut si flatté qu'il accepta aussitôt. Certainement, monsieur, votre jour sera le mien, répondit-il en se courbant dans une révérence. Le duc le releva en riant. Point de flatterie entre nous. Je vous contacterai sous peu, lui promit-il avant de s'éloigner. Mais le lendemain, le fils du prince de Condé quittait la cour avec sa suite, sans l'avoir revu. Michel, un peu déçu, en prit son parti. « Bah, soupira-t-il, à quoi m'attendais-je? Il a dû oublier mon existence dès qu'il m'a tourné le dos. » Pourtant, ce soir-là, un valet vint lui remettre un petit paquet. Il fut surpris de découvrir une magnifique bague enchâssée d'un rubis. Un mot très court l'accompagnait. « Passez chez moi dès votre retour à Paris. Chapitre 18. Savez-vous où réside le duc d'Enghien, s'enquit Michel dès leur retour à Paris. Il n'avait pas parlé à Molière de sa curieuse rencontre et moins encore du cadeau que le cousin du roi lui avait offert. À l'hôtel de Condé, rue de Vaugirard, pourquoi?
Il aimerait entendre la comédie chez lui, annonça-t-il sans plus d'explication. Puis il se replongea dans l'étude de Tite et Bérénice, une tragédie que le vieux Corneille venait de leur donner. Yeux fermés, il commença à mémoriser ses vers lorsque Molière l'interrompit. « Je préférerais éviter de jouer pour lui. »« Pourquoi donc ? » ?»« Parce que ce n'est qu'un bon à rien. Il possède tous les vices, en plus d'une haute opinion de lui-même. »« Non, nous n'irons que s'il insiste. » Michel resta sans voix devant ce portrait peu flatteur. Pourtant, il avait bien envie de revoir ce fameux duc, ne serait-ce que pour le remercier de son cadeau. Et, comme il n'osait pas avouer que l'invitation s'adressait à lui seul, il préféra clore la discussion. « Eh bien, n'en parlons plus. » Il revêtit ses plus beaux vêtements, coiffa soigneusement ses cheveux et quitta le théâtre, tel un voleur, dès la représentation terminée. L'hôtel de Condé était une belle et immense demeure composée de nombreux bâtiments entourés de vastes jardins. À peine demanda-t-il à être reçu qu'on le conduisit dans de somptueux salons éclairés de nombreuses bougies. Une trentaine de convives s'y divertissaient dans la plus grande liberté. Musique, table de jeu, danse. « Ah, baron, l'accueillit le duc, quittez donc cet air ahuri et venez. Jouez-vous au lance-quenet ? Aux cartes ? Non, je n'y connais rien. J'y suis de première force, je vais vous apprendre. Accordez-moi ce plaisir, mon ami. » Comme le petit homme l'entraînait, Michel s'empressa de déclarer. « Je ne peux, monsieur le duc, je ne possède point d'argent. À ce propos, je voulais vous remercier. »« Pour la blague ?» se prit à rire Angien. « Il ne s'agit que d'une babiole. Installez-vous, baron. » Il le fit asseoir sur une chaise devant une table où 4 autres joueurs semblaient absorbés dans une partie acharnée. « Voici de l'argent, lui dit-il. » Et il sortit de sa poche une bourse qu'il plaça devant le jeune homme. « Monsieur, » commença Michel en la repoussant, « je ne peux accepter. »« Bien sûr que si. J'entends que vous vous divertissez, après quoi vous nous déclamerez des vers, si nous ne sommes pas trop ivres. » Poussé par le duc, Michel joua et but plus que de raison. Vers minuit, un verre à la main, il grimpa sur une table pour réciter un long monologue du misanthrope. Cela fit beaucoup rire les invités qui se moquèrent ouvertement des malheurs du vertueux Alceste. Il redescendait de son perchoir en titubant lorsqu'une ravissante jeune femme aux boucles brunes et aux yeux de biche le conduisit vers une alcôve. Elle l'embrassa avec passion. « Ah, baron, lui dit-elle, les bras jetés autour de son cou, je vous ai glissé un billet au théâtre et j'espérais tant que vous y répondiez. À présent, je ne vous lâche plus. » Quand Michel rentra, cette nuit-là, Molière était couché depuis longtemps. Il se traîna sans bruit jusqu'à son lit et sortit le mouchoir dont Marie de Brioux, sa belle conquête, lui avait fait cadeau. Elle était mariée, mais bah, quelle importance! Son parfum imprégnait encore le fin tissu. Il était si capiteux. Un sourire de bonheur s'accrocha à ses lèvres. Et les yeux fermés, il se promit de retourner au plus tôt chez le fantasque duc d'Enghien.